Alors que la lumière se façonnait, les ténèbres avançaient de leur côté pour assombrir le monde. Eru Ilúvatar, père de toutes choses, tentait de créer des êtres à son image, ou tout du moins à la représentation du monde tel qu'il l'avait créé. A l'inverse, le seigneur du mal, appelé tout d'abord Melkor puis plus tardivement Morgoth, cherchait à pervertir toutes les créations de son père. Une folie qui le poussera à retourner les créatures contre leur créateur, mais aussi à en créer des nouvelles. Parmi les plus féroces de ses serviteurs, mais aussi ses plus fidèles lieutenants qui composent son armée, on retrouve les Balrogs, les démons de feu. La création des Balrogs remonte à la nuit des temps, à l'époque où le monde n'était rien et où la Terre du Milieu n'existait pas encore. À l'aube des temps, Eru Ilúvatar créa les Ainur, ses enfants en quelque sorte, qu'il dota de conscience. Parmi eux, deux groupes se formèrent, les Valar, qui sont des sortes de dieux majeurs, tandis que les Maiar sont leurs serviteurs et agissent plutôt comme des dieux que l'on pourrait qualifier de mineurs. Ce sont ces deux groupes qui vont peupler Arda, la Terre, issue de la création d'Ea, c'est-à-dire l'univers. J'ai par ailleurs déjà raconté toute cette histoire ici si cela vous intéresse. Parmi les Valar, on peut citer l'un des plus puissants, Melkor, qui deviendra Morgoth plus tard et qui choisit une voie plus ténébreuse. Du côté des Maiar, nous avons Meiron, qui sera connu plus tard sous le nom de Sauron et qui était un Maia au service du Vala Aule, rattaché au domaine de la forge, ce qui explique par la même occasion son aisance dans cet art si particulier. Melkor était décidant dès le départ et il usa de persuasion, fausses promesses et mensonges pour rallier plusieurs Maiar à sa cause. Le plus connu est bien évidemment Meiron, qui le rejoindra en tant que premier lieutenant, mais aussi et surtout les Valaraukar, un groupe composé de Maiar qui était à la base au service des Valar. En prêtant allégeance à Melkor, ils plongeront avec lui dans les ténèbres et choisiront une apparence bien spécifique pour rappeler leurs conditions. Vala et Rauko, qui sont les bases du mot Valaraukar, peuvent être traduits par démons de puissance. Tandis que leurs cœurs se remplissent de flammes ardentes, leur apparence évolue vers quelque chose qu'on connaît bien. Ils prennent ainsi la forme de démons de feu qui s'arment de fouets et épées en fusion. Renommés en Balrog, qui est la version elfique de Valaraukar, ils vont épauler leur maître Melkor lorsqu'il détruira les deux lampes, puis resteront auprès de lui dans sa forteresse d'Utumno. Une fois Melkor capturé et emmené jusqu'à Valinor, Utumno est détruite et les Balrogs s'enfuient à l'ouest dans la nouvelle forteresse d'Angband, attendant patiemment le retour de leur maître. Bien plus tard, lorsque Melkor sera renommé en Morgoth après avoir volé les 3 Silmarils, les Balrogs referont parler d'eux. Morgoth fuit le continent de Valinor en possession des 3 Silmarils qu'il vient de voler et il est accompagné par la grande araignée Ungoliant. Leur pacte se brise lorsque l'araignée demande à Morgoth les 3 Silmarils en complément pour avoir détruit les 2 arbres sacrés, mais le seigneur du mal lui refuse ce cadeau. Prisonnier dans l'étoile d'Ungoliant, Morgoth hurle de toutes ses forces pour appeler à l'aide et son cri est entendu seulement par ses serviteurs les plus fidèles. Les Balrogs s'élancent à travers le Beleriand pour aller libérer leur maître et ils avancent vers lui dans un torrent de flammes, laissant la nature détruite sur leur passage. Avec leur fouet de feu, ils parviennent à libérer Morgoth des toiles d'Ungoliant et à mettre en fuite l'araignée. Les Balrogs seront ensuite confrontés pour la première fois aux elfes lors de Dagor Nui Giliath, la bataille sous les étoiles, où les hordes de Balrogs, accompagnés d'orques, déferlent sur l'armée de Fëanor. C'est à cette occasion que les elfes feront la terrible rencontre de Gothmog, le seigneur des Balrogs et haut capitaine d'Angband, et c'est lui qui blesse mortellement Fëanor avant de devoir battre en retraite face à l'arrivée des renforts. Les Balrogs participeront à de très nombreuses batailles pendant toutes les guerres du Beleriand, envoyés sur le terrain pour faire un maximum de dégâts avant de revenir auprès de leur maître. Ils seront accompagnés progressivement par des dragons, d'autres créations de Morgoth, qui feront eux aussi d'importants dégâts parmi les elfes et leurs alliés. Gothmog reste le chef des armées qui prend part aux batailles, alors que Sauron est plutôt le lieutenant de l'ombre qui reste en retrait.
Le seigneur des Balrogs réapparaîtra plus tard lors de la bataille de Nirnaes Aernoediad en l'an 472 du Premier Âge, où il affrontera en duel Fingon, le haut roi des Noldor. Attrapé par le fouet d'un autre Balrog, Fingon est incapable de se défendre et il est pourfendu par la hache de fer noir de Gosmog. Le chef des Balrogs envoie également sa garde rapprochée composée de trolls pour s'emparer de Húrin qui luttait aux côtés des elfes. Dans une autre version de l'histoire, c'est Lugorthin qui occupe le rang de chef des Balrogs lors de cette bataille et qui capture Húrin. Ce dernier n'est d'ailleurs mentionné que dans un seul texte. On le surnomme le baron de Morgoth et il assène un grand coup de poing dans le visage d'Húrin une fois capturé. Étant donné que Lugorthin n'est pas mentionné autre part, son histoire reste très contestée et elle est à prendre avec des pincettes. Revenons plutôt sur Gosmog, mentionné une dernière fois lors de la bataille de Gondolin, où il officie comme chef des armées. En l'an 510 du Premier Âge, la cité des elfes de Gondolin est attaquée par une armée composée d'orques, balrogs et dragons. Menée par Gosmog, les défenses tombent et la cité est mise à feu et à sang par les troupes du mal. Gosmog effectue une percée dans le cœur de la cité jusqu'à arriver dans le square du roi pour y affronter les seigneurs de Gondolin. Il se retrouve confronté à Ectelion et le seigneur elfe parvient à terrasser son adversaire en se jetant avec lui dans la fontaine royale, mais périssant des suites du combat, emportés tous les deux dans les eaux profondes de la fontaine. Ce combat légendaire résonne encore dans les mémoires comme la chute ultime du général de Morgoth. Juste après, c'est un autre seigneur elfe, Glorfindel, qui parvient à tuer un Balrog en combat singulier. Alors qu'il accompagnait des elfes sur la route à travers les montagnes pour fuir Gondolin en feu, Glorfindel affronte une créature de feu et pourfend son adversaire, mais perdant lui aussi la vie avec honneur. Avec la destruction de Gondolin, Morgoth pensait la victoire à sa portée, mais c'était sans compter sur l'arrivée de l'armée des Valar pour contrer sa puissance. La guerre de la colère est la bataille finale où toutes les forces en présence se livrent un combat acharné pour la victoire. Les Balrogs restants sont mobilisés aux côtés des dragons, orques, trolls et autres créatures du mal. La défaite finale de Morgoth n'entraîne pas la destruction totale de ses créations et perversions, bien au contraire. Les quelques rares Balrogs à avoir survécu s'enfuient dans les entrailles de la terre pour ne plus jamais en sortir. Mais l'histoire nous a appris qu'il ne faut jamais dire jamais, et il y a un Balrog qui sera tiré de son sommeil, le fléau de Durin. Plus de 5000 ans après la prétendue disparition des Balrogs, les nains de Khazad-dûm creusent les mines encore plus profondément pour en tirer toutes les richesses. En l'an 1980 du Troisième Âge, les mineurs du roi Durin VI réveillent accidentellement le Balrog qui massacre tous ceux qui ont troublé son sommeil, dont le roi en personne. Il sera surnommé le fléau de Durin à partir de ce moment-là, et l'année suivante, c'est le roi Naïn Ier qui périt des mains du démon de feu après seulement une année de règne. En l'espace de 2 ans, le fléau de Durin a massacré un nombre incalculable de nains, mais aussi et surtout 2 rois. L'héritier du roi, Thrain Ier, considérant le royaume de ses ancêtres comme perdu, décide d'abandonner Khazad-dûm pour aller coloniser d'autres terres, notamment la future montagne qui deviendra Erebor. Khazad-dûm dépérit et sera renommé en la Moria, signifiant le gouffre noir, la richesse laisse donc place aux ténèbres. 500 ans plus tard, Sauron décida d'envoyer des orques et trolls pour peupler les mines de la Moria, et le Balrog tolère la présence des forces du mal, mais il est encore difficile de dire si la créature de feu a prêté allégeance au seigneur du mal. À la bataille d'Asanul-Bissar, en l'an 2799 du Troisième Âge, les nains sont victorieux sur les troupes orques menées par Azog qui périt des mains de Dain II Pied d'Acier. Cependant, Dain met en garde le roi Thrain II en lui disant qu'il sent la présence du fléau de Durin non loin de la porte est. Ainsi, le nain déconseille à son souverain de rentrer dans la Moria. Il faudra ensuite attendre l'an 3019 du Troisième Âge et le passage de la communauté de l'anneau pour que le fléau de Durin se réveille à nouveau de son sommeil. Ce dernier semble avoir senti la présence de Gandalf, un autre Maia comme lui, et l'affrontement semblait inéluctable entre les deux puissances opposées. Un combat long et dur qui verra Gandalf sortir vainqueur en y payant le prix de sa vie. Une histoire qui, je pense, n'a plus de secret pour vous, ça j'en suis convaincu. Avec la disparition du fléau de Durin, les Balrogs ne feront plus jamais parler d'eux par la suite. Pour ce qui est du nombre de Balrogs au fil des âges, il est aujourd'hui encore très difficile d'être affirmatif sur cette question. Les textes les plus anciens parlent d'armées et légions composées de démons de feu qui se déversent sur les cités elfiques,
D'autres écrits parlent plutôt de petits groupes de Balrogs, ce qui sous-entend qu'ils n'étaient pas très nombreux. En revanche, des notes tardives laissées au dos d'un brouillon griffonné par le professeur Tolkien nous informent que les Balrogs n'étaient guère plus de 7 au maximum. Cela tend donc à remettre en question pas mal de récits. Étaient-ils des armées entières, ou bien seulement au nombre de 7 ? Compte tenu de la puissance colossale des Balrogs, il est assez surprenant que Morgoth n'ait pas remporté la victoire finale au Beleriand avec une telle force de frappe. On peut donc légitimement penser que les Balrogs n'étaient pas en très grand nombre, d'autant que la mort de quelques-uns nous est racontée, ajoutant donc plus de mystère et de rareté à ces créatures. C'est sur ces ultimes paroles que s'achève notre récit de l'histoire des Balrogs, en espérant vous avoir apporté plein d'informations méconnues. On se quitte en musique et on se dit à la prochaine pour d'autres récits fantastiques sur les créatures de la Terre du Milieu, Namarie.